Bonjour à tous, merci d'assister à cette masterclass et d'être aussi nombreux. Je me présente, donc, je suis Nathalie Lucas-Huriot, je suis directrice innovation et études au sein de MV Group. Et donc je vais vous présenter les résultats du baromètre omnicanal, du marketing omnicanal des PME ETI, qui a été réalisé l'année dernière par OpinionWay pour MV Group, donc conseil en stratégie digitale, et ses partenaires Didomi, plateforme de gestion de consentement, et Le Bon Coin. Donc cette enquête a été réalisée auprès de 237 directeurs et responsables marketing de PME ETI de 50 salariés et plus, présents sur toute la France, dans tout secteur, B2B, B2C, B2B2C, ayant des activités soit uniquement online, soit online et des points de vente. Et tous ces directeurs et responsables marketing avaient une partie donc, de leur budget marketing et de communication, au moins une partie en tout cas qui était consacrée à des investissements online. Donc juste avant de rentrer dans le détail des résultats de ce baromètre, je vais juste repréciser cette notion d'omnicanalité, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup et depuis longtemps. Donc le principe de l'omnicanalité, c'est de pouvoir adresser à ses clients et prospects, s'adresser à ses clients et prospects sur l'intégralité des canaux qui sont disponibles. Donc canaux, on entend site, mail, SMS, réseaux sociaux. C'est aussi pouvoir s'adresser à eux en point de vente, et ce d'une manière non silotée. C'est ce qui va faire la différence avec une communication multicanale, où la communication va être sur plusieurs canaux mais silotée. Et avec, donc, dans l'omnicanalité, une personnalisation des contenus, du device, du support et du moment où le message est envoyé. Donc c'est vrai que c'est un sujet dont on parle depuis très très longtemps. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu incontournable parce que les parcours des consommateurs sont de plus en plus complexes et voire même tendent à être uniques. Alors, on a interrogé ces responsables et dirigeants marketing sur 4 axes. Le premier, c'est la connaissance client. Le deuxième, c'était sur l'expérience client. Troisième, sur la mesure et l'analyse des performances. Et puis, enfin, sur les actions prioritaires qu'ils pensaient mener autour de ce sujet toujours de l'omnicanalité. Alors, la connaissance client, elle est issue de l'ensemble des données que les entreprises peuvent collecter sur leurs prospects et leurs clients. C'est ce qui va permettre de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de leurs clients, de les fidéliser le plus durablement et du coup de pouvoir développer la valeur de ces clients. Elle est aujourd'hui au cœur du business model des entreprises. Ce que l'on a identifié, ce que l'on a analysé, c'est à la fois comment alimenter cette connaissance client et ensuite comment l'exploiter. Alors, première question que l'on a posée donc, à ces dirigeants, c'est quelles sont les données clients prospects dont ils disposent aujourd'hui. Donc, plus de 9 PME sur 10 aujourd'hui disposent de données clients. Et le plus souvent, c'est une base de contact pour 8 sur 10. Seulement 6 sur 10 ont des données d'historique d'achat. Alors, l'écart s'explique par les entreprises qui ne remontent pas ces données d'achat, ce qui est un peu dommage, puisque finalement, la base de la connaissance client, c'est de pouvoir réconcilier des données de contact
avec un historique d'achat. On va dire que ça démarre par là. Maintenant, il y a d'autres types de données également qu'il est possible de récolter, hein, comme les données, les interactions sur les réseaux sociaux, des données socio-démographiques qui permettront de faire des segmentations de base dans les bases de données, des données comportementales de navigation sur le site, bien évidemment, hein, intéressant de savoir combien de personnes sont venues et ont quitté le site sans finaliser, concrétiser des achats, mais également des données, ce qu'on appelle on a appelé nous des données de centre d'intérêt suite à des campagnes médias. Aujourd'hui, il est possible, après avoir eu une campagne télé par exemple, d'identifier, de savoir si cette campagne télé a généré plus de recherches sur les moteurs de recherche, sur une marque ou sur des produits, et si ces recherches ont généré plus de clics et plus de ventes sur le site. Voilà, c'est ce qu'on appelle des visites et des ventes incrémentales suite à une campagne télévisée. Alors, deuxième sujet sur lesquels, deuxième question que l'on a posée, c'était quelles sont les actions qui sont mises en œuvre pour alimenter cette connaissance client. Donc, pour une entreprise sur deux, la principale action qui permet d'alimenter la connaissance client, c'est le programme de fidélité. Alors qu'ils ont toujours existé, ils se développent de plus en plus par l'intermédiaire des wallets, hein, qui permettent de dématérialiser les cartes de fidélité et qui ont aussi un énorme avantage, c'est de pouvoir animer un programme de fidélité très facilement, donc de fidéliser plus durablement et donc de développer la valeur des clients plus facilement. Une entreprise sur deux également collecte d'autres sources de données, issues de sources multiples. Là, ce que l'on entendait dans ces sources-là, ce sont ce qu'on appelle les zéro-party data, qui sont des données qui ont, importantes et fiables, puisque ce sont des données qui sont données spontanément par les internautes. On ne parle pas des données first party, hein, qui sont les données que l'on collecte suite à des historiques d'achat, par exemple. Là, ce sont des données que l'on peut récolter, par exemple, suite à une enquête de satisfaction, des données qui sont issues des avis, des données qui peuvent remonter aussi, qui peuvent être données et récoltées suite à un jeu ou un concours. Voilà. Et toutes ces données donc, permettent d'alimenter la connaissance client. Sur cette notion de RCU et de CDP, je reviendrai parce qu'on va en parler juste à la slide suivante. Ce que l'on a vu et ce qui est remonté de ce baromètre, c'est que moins d'une entreprise sur 10, finalement, réalisait des analyses sur ces bases de données. 8% simplement font des segmentations, réalisent des segmentations, des scorings. Ce qui veut dire que finalement, beaucoup de campagnes vont être, beaucoup d'actions et beaucoup de campagnes vont être diffusées sur l'intégralité de la base et donc sans vraiment de personnalisation ou sans tenir compte de cette connaissance et de cet historique client. Mais donc pour être exploitables, hein, toutes ces données, elles doivent forcément être à un endroit unique. Voilà. Donc la question suivante que l'on a posée concernait les solutions qui permettent de regrouper les données clients. Et 7 PME sur 10 ont une solution pour regrouper les données clients. Mais seule une sur deux a un CRM. Alors, pour avoir une connaissance complète de ces clients, il est indispensable que l'ensemble des données soit consolidé et unifié. C'est ce que permet le RCU, le référentiel client unique. Il consolide l'ensemble des données qui sont issues de tous les canaux qui ont été activés par la marque pour entrer en relation avec ses clients et ses prospects. Voilà. Une fois que ces données, c'est ce qui fait la différence avec le CRM, hein, c'est la possibilité de réunir les données, de les unifier dans une même base, mais des données qui sont issues de toutes les sources. Une fois que ces données sont unifiées, il est possible de les analyser. Elles vont être ensuite orchestrées
par l'intermédiaire d'une CDP, une Customer Data Platform, qui va pouvoir orchestrer donc toute cette communication et ces actions avec les clients et prospects sur différents canaux, d'une manière, on va dire, pertinente et adaptée à chaque individu, tout en gérant la pression marketing efficacement. Donc on voit qu'aujourd'hui, et c'est ce qui est ressorti de notre baromètre, que près de 4 entreprises sur 10 ont un RCU ou une CDP, un data lake qui est un entrepôt de données. C'est une tendance qui se développe et qui va prendre de plus en plus d'importance. De plus en plus d'entreprises vont vers ce type de solutions parce qu'il y a une multiplication des données, hein, c'est ce que l'on voit, multiplication des sources de données et cette volonté de vouloir avoir une communication personnalisée en fonction du canal. C'est ce que permet la CDP. Deuxième axe sur lequel on a interrogé ces dirigeants, ces responsables marketing, sur l'amélioration de l'expérience client. Alors l'expérience client, on est d'accord qu'elle ne commence pas suite à un achat. Elle démarre bien avant. Elle démarre dès le premier point de contact avec la marque. Hein. Et donc sur question que l'on a posée, c'est quelles sont les actions opérationnelles qui ont été mises en œuvre pour améliorer l'expérience client. Et là, plus de 4 entreprises sur 10 ont répondu à un site personnalisé. Alors, j'avoue que c'est un pourcentage qui nous a un petit peu surpris, qui va peut-être un peu vous surprendre, ça paraît beaucoup, mais en y réfléchissant, finalement, il y a différents niveaux de personnalisation. Il y a de la personnalisation simple, en étant connecté sur un site. À partir du moment où on est identifié, on peut avoir très bien un simple « Bonjour Nathalie ». Et là, on a déjà un premier niveau de personnalisation. On peut avoir aussi sur le site affiché les derniers produits consultés qui apparaissent dans un bandeau. On a aussi d'autres types de personnalisation qui font appel à des modèles prédictifs. C'est ce qu'on remontait donc près de 2 entreprises sur 10, hein, l'utilisation de modèles prédictifs, qui permet de dire finalement si j'ai acheté tel produit, je peux être intéressé par tel et tel produit. Et puis on a aussi des solutions de personnalisation qui sont plus élaborées, plus poussées, qui font appel à l'intelligence artificielle et au machine learning, et là qui permettent vraiment de tenir compte du contexte de l'internaute au moment où il consulte le site ou ses mails, par exemple, et vraiment de faire de la personnalisation à l'ouverture. On peut personnaliser un menu, on peut personnaliser des contenus, des produits, on peut même aussi prendre en compte des éléments extérieurs comme la météo. Et donc là, on a vraiment de la personnalisation en temps réel et au moment de la consultation ou de l'ouverture. Plus de 2 entreprises sur 10 ont parlé de stratégies, mettre en œuvre des stratégies d'inbound marketing ou d'ABM. Alors, je ne vais pas trop détailler ce sujet parce que vous aurez l'occasion d'assister à des conférences et masterclass sur ce sujet, mais on voit que effectivement, le fait de pouvoir apporter des contenus hyper personnalisés, très clairement, c'est quelque chose qui contribue à améliorer l'expérience client. Enfin, il y a donc les modèles prédictifs, j'en ai parlé, la démarche d'optimisation du taux de conversion, ce qu'on appelle le CRO, qui consiste à améliorer ce taux de conversion par l'amélioration et par l'analyse de l'intégralité des étapes du parcours client. C'est ce qui permettra d'identifier, et c'est hyper important de le faire, à quel moment on perd des internautes sur le site. Donc, cette démarche-là, qui est quelque chose qui doit se faire, on va dire, en continu, hein, elle se réalise grâce à des A/B tests. Ensuite, on a posé la question de la mesure de la qualité de l'expérience client. Alors,
sans grande surprise, 7 PME sur 10 récoltent des avis clients. 1 sur 2 réalise des enquêtes de satisfaction et 1 sur 4 a un indicateur, un indicateur global de satisfaction. Ce qui ressort dans ce baromètre, finalement, c'est que la mesure et de la qualité de l'expérience client, elle se fait au niveau global. Ces 3 indicateurs-là donnent une vision globale de la qualité de l'expérience client. Et on voit que seuls 16% analysent les parcours clients et les points de contact. Et là, on descend beaucoup plus profondément sur la qualité de l'expérience client. Mais ce chiffre-là de 16% est complètement cohérent avec le chiffre de la slide précédente sur la démarche de CRO, puisque la démarche de CRO consiste à améliorer le taux de conversion par l'analyse de l'intégralité des parcours clients. Mais idéalement, il faut faire les deux, en fait. Il faut avoir cette vision globale et cette vision plus détaillée sur toutes les étapes du parcours client. Troisième sujet, la mesure et l'analyse des performances des investissements. Alors, ce que l'on a constaté dans ce baromètre, c'est que 2 PME sur 10, simplement, ont un véritable outil de pilotage de leur stratégie digitale. C'est ce chiffre que l'on voit de 19% qui ont une vision globale et en temps réel des performances de leurs investissements. Cette vision globale et en temps réel, elle n'est possible grâce à une solution de data visualisation qui est un véritable outil d'aide à la décision. Donc, une solution de data visualisation, ça va permettre de mesurer l'efficacité des actions qui ont été menées, de comprendre l'origine des performances de ces actions, mais aussi de rapprocher les investissements des résultats par source. Sous réserve, bien sûr, que l'on puisse remonter toutes ces données. La data visualisation, c'est l'outil de pilotage et d'aide à la décision, mais il faut que toutes les données remontent, bien évidemment. On a du coup 37% des entreprises interrogées qui ont des solutions, qui ont un système de reporting avec ou sans les coûts. Alors, sans les coûts, très clairement, ça veut dire qu'on a de la performance, mais on n'a aucune idée de la rentabilité, pas de ROI. Avec les coûts, on a une notion de ROI. Par contre, le fait que ce ne soit pas automatisé et qu'il n'y ait pas forcément, du coup, si ce n'est pas automatisé, il ne peut pas y avoir de temps réel, ben, finalement, ça ne permet pas de piloter très finement les performances, ça ne permet pas d'être très réactif et ça ne permet pas de faire des arbitrages en temps réel sur les investissements, ce que permet de faire une solution de data visualisation. Enfin, ce qui remonte et ce qui permet, oui, d'être fait par une solution de data visualisation, puisque c'est un outil de pilotage. Donc, ce que l'on a constaté aussi, et ce qui est remonté notre baromètre, c'est que 4 entreprises sur 10, par contre, n'ont aucun outil de pilotage. Pas de dashboard, pas de reporting. Et là, clairement, cela veut dire des investissements, mais aucune visibilité sur les performances. En conclusion, on a la conclusion de cette étude, c'est que, et c'est la question qu'on a posée à ces entreprises, finalement, on a une entreprise sur 4 qui a mis en place une véritable relation omnicanale avec ses clients, avec, c'est pour ça que j'avais remis en préambule, personnalisation du message, du canal et du device. Ce qui permet de développer une bonne expérience client, la bonne expérience client permettant de fidéliser durablement ses clients. Et enfin, dernière question, dans les actions prioritaires, dans les 12 prochains mois, 8 entreprises sur 10 souhaitent personnaliser la relation avec leurs clients
Plus de 6 sur 10 veulent augmenter les canaux de communication et améliorer la connaissance et les parcours. Et plus de 5 sur 10, entre 5 et 6, avoir une vision unique de ses clients et avoir plus de données sur les clients et ses prospects. Alors effectivement, la personnalisation, on a vu, c'est ce qui permet, c'est ce qu'attendent les consommateurs déjà de base. Ils attendent ça, c'est ce qui va permettre de donner une bonne expérience, de fidéliser, de développer la valeur. Par contre, vous serez d'accord que pour personnaliser, il faut avoir une connaissance de ses clients et des parcours. Pour avoir cette connaissance de ses clients et de ses parcours, il faut avoir une vision unique. Et pour avoir une vision unique, il faut avoir remonté les données. Donc on voit qu'en fait l'objectif principal des entreprises qui est de personnaliser, elle ne pourra être atteinte et faite correctement que si les trois derniers, sujets, l'amélioration de la connaissance, la vision unique et la collecte des données est réalisée. Et enfin, sur l'augmentation des canaux de communication, effectivement, elle répond aux différents parcours, aux parcours des consommateurs qui sont de plus en plus complexes. Et effectivement, il faut aller les toucher sur plus de canaux. Par contre, pour être performante, il faudra qu'elle soit personnalisée également. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Dans le contexte RGPD, oui. Donc vous parlez beaucoup de personnalisation et vous en faites un critère de succès. Oui. Dans le contexte qu'on connaît, qui fait beaucoup bouger les lignes en termes de ce qu'on peut faire, en termes de collecte de données, en termes de visibilité sur les outils qu'on a le droit ou pas d'utiliser. Voilà. Comment on replace cette question là-dedans ? C'est vrai que c'est un vrai sujet avec la suppression des cookies tiers qui va arriver d'ici 2023. C'est pour ça que j'ai parlé de cet enjeu, qu'à un moment donné, j'ai parlé des zero party data. C'est vrai que l'enjeu sur la collecte des zero party data qui, elles, sont données spontanément par les internautes, donc là, sont complètement RGPD compliant, et les données first party qui, elles aussi, sont complètement RGPD compliant, c'est pour ça que cette collecte de données et l'enrichissement de ces données en développant la relation client va avoir de plus en plus d'importance. Très clairement, c'est pour ça qu'il va falloir... On pourra moins demain se dire, tiens, pour aller chercher des intentionnistes, je vais intégrer un segment d'intentionnistes IMO dans ma campagne programmatique. Alors, ça sera beaucoup moins facile. Il faudra mieux soit aller sur des ciblages contextuels, sur des sites, soit effectivement enrichir, travailler l'enrichissement de sa donnée client pour pouvoir cibler plus efficacement. Après, on pourra toujours aussi utiliser des formats lookalike et des profils jumeaux pour les cibler. Oui, alors oui, sur les solutions de data visualisation, par exemple. Oui. Alors, la data visualisation est une solution qui va... c'est un tableau de bord, en fait. C'est un tableau de bord qui remonte l'intégralité des données de toutes les sources et qui permet de les... Donc, il faut qu'elles soient structurées, historisées, et c'est avec ce système-là que l'on peut prendre les bonnes décisions sur les arbitrages, sur des budgets, en fait. C'est une manière de réconcilier toutes les données, de remonter toutes les performances de toutes les interactions. Parce que si vous regardez, par exemple, si vous ne regardez que les performances de vos campagnes search d'un côté, les performances de votre campagne email d'un autre côté, vous n'allez pas pouvoir faire des arbitrages sur la performance finale et, par exemple, les ventes finales si vous n'avez pas remonté ces données à un seul et même endroit. Si vous les regardez d'une manière isolée, vous ne saurez pas quel est le plus profitable entre les deux canaux. Et finalement, c'est ça ce que permet la data visualisation. De solutions de data visualisation, alors il y a beaucoup de solutions qui existent, mais elles ne sont... Enfin, je veux dire, la pertinence ne peut être... elle va être liée à l'exhaustivité et la capacité à remonter toute l'exhaustivité des données, en fait. Parce que la data visualisation, elle met en forme des données qu'il faut pouvoir remonter, agréger, traiter, unifier.
voyez, donc il y a les deux. En soi, une data visualisation peut-être relativement simple. C'est tout le travail en amont de remontée de ces données au sein de cette solution-là qui peut être complexe. Alors après, il y a des solutions qui sont oui, il y a plein de solutions qui existent. Moi, j'ai moins la connaissance sur ces différentes solutions, mais vous pouvez aller sur le stand de Humans. Ils pourront vous donner des exemples et puis quelques exemples de solutions qui permettent de faire ça. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à vous.